Voilà. Alors, au menu aujourd'hui, on parle transformation et on va se faire notre petit tour de table habituel sur votre météo, comment vous allez, et s'assurer que tout le monde connaît tout le monde. On a le plaisir d'avoir Guénola aujourd'hui avec nous dans le même fuseau horaire, donc avec plaisir pour participer à cette discussion. Et puis, on enchaînera sur notre thème du jour qui est l'accompagnement de la transformation. Donc, on se rappellera, c'était un peu en lien pour ceux qui étaient là au dernier Coffee. On avait parlé du changement et aujourd'hui de la transfo. Donc, on reviendra sur cette distinction changement versus transfo. Et donc, aujourd'hui, on parle d'accompagner cette transformation. Donc, quelques chiffres toujours collectés, synthétisés par Julia pour se rappeler de l'importance du sujet, pour accompagner les clients. Un petit focus sur la théorie, hein, remettre le modèle en perspective avec cet accompagnement du changement. Et puis, Margot nous partagera un cas d'accompagnement d'entreprise qui est dans ce mouvement de transformation. Et moi, je vous partagerai une animation récente d'un collectif qui est plutôt une équipe à l'intérieur de l'entreprise, une équipe transverse en charge de la transfo et comment on est en train de les accompagner là-dessus. Et puis voilà, petite conclusion, petits éléments de communication pour terminer notre point du jour. Voilà. Je vous propose de faire le tour de table, de le faire dans les vignettes, vraiment en deux, trois mots. Comment vous allez aujourd'hui et puis ce qui vous intéresse dans ce sujet de la transfo aujourd'hui. Alors, dans l'ordre des vignettes, pour moi, c'est Nadine, s'il te plaît. Alors Nadine, moi je vais faire court, j'ai déjà dit comment j'allais. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Et puis en quoi ça m'intéresse? Eh bien, c'est mon quotidien d'accompagner le changement et comme j'adore apprendre et monter en puissance sur cet outil-là, voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Merci Nadine. Delphine. Oui, bonjour à tous. Alors, en pleine forme. Alors, la transfo, forcément, en tant que coach, on est toujours dans l'objectif de transformation, donc ça m'intéresse tout particulièrement et voir comment effectivement pouvoir utiliser l'outil en accompagnement individuel pour la transfo. Voilà. Ok, merci Delphine. Yenola. Bonjour, donc moi ça va, je suis de retour du Mexique là pour quelques mois, donc plaisir d'être parmi vous et ravie de pouvoir participer à ce Coffee Partner pour encore d'autres applications Map and Match et étoffer un peu plus à chaque fois la mise en pratique. Merci. Bon, super. Tu es une coach certifiée depuis l'année dernière. Et voilà, puis mes 3 modules. Ouais. Ok, super, merci. François? Oui, donc moi ça va bien aussi. Super content du Coffee Partenaire sur le changement. On avait bien échangé sur pas mal de choses très intéressantes. Donc, et la transformation, effectivement, moi je suis dans les problématiques d'agilité, donc accompagner les équipes dans leur agilité. Et donc forcément la transformation est au cœur du débat. Effectivement. Merci François. Bénédicte? Bonjour, ça va aussi. En ce moment, effectivement, transformation, alors plutôt sur du collectif, et je le disais tout à l'heure, plutôt sur des cibles importantes qui, du coup, prennent beaucoup de temps à se transformer, et voilà, des choses qui ne vont pas forcément très vite. D'accord. Merci Bénédicte. Pascal? Bonjour. Bonjour, tout va bien pour moi aussi, pour nous. Effectivement, c'est le sujet très à la mode que nous avons actuellement avec 2 gros clients, donc d'où ma présence. Voilà. D'accord. On en parlera tout à l'heure, on reviendra sur le type de transfo que vous pouvez rencontrer en ce moment. Et je vous propose de revenir sur cette distinction qu'on avait abordée lors du dernier Coffee sur le changement. Les définitions, le changement, c'est de modifier quelque chose, une action
voilà, de passage d'un état à un autre, de la transformation, c'est plus profond. Ce qu'on envisage, c'est le passage d'une forme à une autre. Alors, on entend beaucoup parler de transformation digitale, hein, dans les entreprises. Si je viens aux chiffres qu'on peut trouver quand on parle transfo, de quoi parle-t-on, notamment dans les médias ou dans les baromètres RH, on parle beaucoup de transformation digitale, la mise en place d'outils, de solutions, de la transformation dans les méthodes de travail. On a parlé de l'impact, des conséquences du Covid sur les manières de travailler, sur la relation au travail. Donc, c'est vraiment des lames de fond. Et pourtant, si c'est partie du quotidien de beaucoup d'organisations, on voit que ça reste un défi. Ce n'est pas parce qu'on y est souvent ou longtemps confronté qu'on a toutes les clés. On voit que dans les plans de transformation ne se concrétisent pas toujours en réalité. Et qu'il reste de nombreux obstacles. Et ce qu'on a entendu du tour de table, c'est qu'effectivement, vous êtes sollicité. Il y a du boulot de coach et d'accompagnement dans la transformation de départements, d'équipes, voire d'entreprises. Et là, un des chiffres que Julien nous a relevé, c'est que près d'un tiers des entreprises ressentent le besoin d'être accompagnées dans ces projets de transformation, tant en amont que pendant la transformation en elle-même, qui est rarement courte, hein, dans le temps. Ça prend du temps, mais on ressent ce besoin d'accompagnement. Là, on voit un autre chiffre, 50% des entreprises déclarent ne pas disposer de ressources internes suffisantes. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur avec Margot de partager deux exemples différents aujourd'hui que nous avons vécus. L'une où c'est toute l'entreprise est mise à contribution, et le deuxième exemple, c'est au contraire une équipe transverse où on est allé chercher des personnes d'horizons différents à l'intérieur de l'entreprise pour former une équipe pluridisciplinaire en charge de la transformation. Donc j'imagine que vous rencontrez ce type de configuration aussi dans vos accompagnements. Alors, on peut utiliser le chat, mais on n'est pas si nombreux autour de la table, autour de l'écran. Est-ce que c'est essentiellement des transformations digitales ou quel autre type de transformation vous êtes amené à aborder dans vos accompagnements? Culture. Changement de transformation de culture. Suite à un rachat d'entreprise américaine par une entreprise française. Oui, là, effectivement, il y a un chemin à parcourir. Quoi d'autre? Bonjour, désolée d'avoir été un petit peu en retard, je rattrape en cours. Bonjour, donc, Valérie. Bonjour Valérie. Moi, dans mes précédentes expériences en tant que chef de projet et en charge de la mise en place de systèmes d'information RH, tu transformes les pratiques RH et là, clairement, tu as de la transformation de pratiques. On est souvent très mal staffé, on est souvent pris en sandwich et on aurait bien besoin d'accompagnement. D'accord. Oui, on revient sur cette idée, on manque de ressources, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un œil extérieur aussi, hein, dans vos valeurs ajoutées. Il y a le fait d'avoir un œil extérieur, de ne pas porter tout l'historique. Et de venir accompagner à partir d'un certain point pour amener à un autre point qui est pas toujours défini, hein. On en avait parlé la dernière fois. La transformation, c'est aussi un process. Le changement, c'est de A à B, et puis la transformation, c'est quelque chose qui peut être un peu plus itératif, et l'horizon peut parfois un peu reculer au cours d'une transformation. Okay. Surtout de la transformation managériale, organisationnelle et culturelle. Oui. Merci Nadine. Oui, tout à fait. OK. Alors, petit point juste de remise en perspective avec notre modèle, hein, comme on aime le faire à chaque fois.
Par rapport, cette fois-ci, l'angle intéressant à prendre, c'est par rapport aux dynamiques. C'est-à-dire dans une transformation, je vais avoir des dynamiques, toutes les dynamiques sollicitées, évidemment, puisque toute transformation a des enjeux humains, organisationnels, individuels et collectifs. Vous l'avez mentionné autour de la table. Et puis, c'est l'idée de se réinventer dans le cadre de la transformation. Donc, on va avoir besoin de toutes les dynamiques. On va avoir besoin, dans l'ordre de lecture que vous maîtrisez, vert, noir, bleu, rouge et jaune, on va avoir besoin de force de proposition, d'efficacité, de discernement, de pilotage et de collaboration. Alors, pour être un peu plus précis, quand je commence par l'initialisation, j'ai besoin, dans une transfo, d'une force de proposition. C'est-à-dire que ces talents de l'initialisateur, de l'initialisation, c'est les talents déclencheurs pour remettre en cause le passé, pour provoquer, accepter le changement, voir des opportunités plutôt que des menaces, anticiper les passerelles et les obstacles quand on va être dans le lancement, dans la mise en marche de cette transformation. Donc, ce n'est pas seulement être force de proposition dans les idées, mais c'est aussi anticiper les choses de manière opérationnelle. Ça se passe à la fois au niveau de la projection, de la saisie d'opportunités, mais aussi de manière très opérationnelle dans les opportunités que ce changement peut apporter. Ensuite, quand j'ai initialisé, que j'ai capitalisé sur cette force de déclenchement de la transformation, je vais aussi avoir besoin d'efficacité, évidemment. Cette dynamique noire va m'aider dans ce sens de l'accomplissement à contribuer à ce que les avancées soient effectives et créent de la valeur avec méthode et process. On est bien dans les noirs du bas. Vous vous souvenez qu'on avait dit à propos du changement la dernière fois que les noirs du haut étaient plutôt des résistants au changement, le transmetteur et le finisseur, parce qu'ils sont plus dans la pérennisation, dans aller au fond des choses, etc., qui peut parfois être un frein. Mais si on se place dans la vue positive de ces talents, il crée de la valeur comment? Parce que le transmetteur, il va aussi aider au niveau de la transformation à faire arriver les choses en formant, en expliquant avec son apport pédagogique pour parfois, au-delà de juste communiquer, donner les infos du connecteur, le transmetteur va venir ajouter de la pédagogie, de l'explication, du tutorat pour des nouveaux comportements. Vous faisiez référence à de la transformation managériale ou de la culture. Donc, la pédagogie du transmetteur va être intéressante aussi, tout comme le finisseur qui cherche l'excellence. Quand je continue dans ce voyage des dynamiques, la dynamique bleue de la prise de recul, c'est le discernement dont je vais avoir besoin dans la transformation. Comme toujours, ces dynamiseurs de la réflexion, ces talents du bleu, ils aident à prendre du recul et à trier l'information. Donc, on va venir nourrir les réflexions de cette transformation. Cette prise de recul va nous permettre de faire du retour d'expérience et puis on continue. Il faut jamais oublier que ce cycle de création de valeur, il relance un nouveau cycle et ce n'est pas qu'une seule séquence. C'est des séquences qui s'enchaînent. Donc, ce retour d'expérience va nourrir en continu le processus de transformation et ces talents vont nous donner les clés aussi pour accompagner les équipes dans ce changement et dans la transfo. C'est le talent du coach, vous vous souvenez, qui soutient, qui encourage la performance. Donc là, ça va nous être utile aussi pour ancrer la transformation dans le comportement des équipes. Ma dynamique du rouge, comment est-elle sollicitée dans ces contextes de transformation? Ces talents de pilotage qui amènent la prise de hauteur vont permettre dans la transfo de garder le nez au-dessus du guidon, de penser toujours long terme et puis surtout de prioriser les actions, d'arbitrer entre les différentes options possibles et d'organiser
avec l'ordonnanceur, le manager, organiser ce projet de transformation, lui apporter des réponses structurelles, organisationnelles, et puis articuler les choses pour créer l'engagement des équipes. C'est le talent de manager. Et enfin, dans la dynamique de régulation, en quoi est-elle sollicitée dans la transformation? J'ai besoin de cohésion, j'ai besoin de collaboration. Donc, cette énergie de la régulation va s'assurer qu'on aligne, qu'on embarque les personnes en solution win-win entre les collaborateurs, la vision, ce besoin de transformation, de faire circuler l'information, de connecter les idées, les approches avec les personnes et s'assurer que toutes les parties prenantes sont embarquées côte à côte dans cette transformation. J'ai également besoin de jaune et de cette dynamique de la collaboration. Voyez, on a trouvé intéressant de faire ce petit rappel de relecture des dynamiques en perspective avec les différents besoins de la transformation. Et est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ça avant qu'on passe aux exercices pratiques, aux illustrations pratiques? Moi, ce n'est pas une question, Valérie, c'est simplement que pour moi, l'idéateur, il est quand même sacrément intéressant aussi au moment de cette phase de réflexion, d'idées. On a besoin du créatif, de l'explo, mais c'est intéressant aussi pour les transformations qui touchent l'organisation d'avoir l'idéateur aussi à ce moment-là. Oui, exactement, qui crée de nouvelles choses à partir de l'existant et qui va aller chercher de la transversalité dans les solutions. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Merci Nadine. D'autres réactions? Est-ce que, oui, moi c'est une question, c'est est-ce qu'il y a des associations de talents spécifiques à des transformations B, C, D, Y, Z, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez oui, identifié des associations de talents idéales ou en tout cas adaptées à des transformations particulières ou pas pour l'instant? Alors, des talents particuliers ou des transformations particulières? Des talents particuliers pour des transformations spécifiques. D'accord. Alors, on a, lors du thème précédent du changement, on est allé au niveau des talents et effectivement voir quels étaient ceux qui allaient être moteurs dans le changement et ceux qui allaient être plutôt résistants. D'accord, donc je vais regarder la vidéo. Je vais regarder la vidéo. Un renvoi à ça où on rentre dans ce détail au niveau des talents. Okay. Est-ce que Margot, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, parce que je pense qu'on va le voir dans les illustrations. Oui, ouais, tout à fait. Ok, très bien, merci. Ok. Je te donne la main, Margot, pour que tu illustres ton exemple dans la plateforme. Oui. Alors, est-ce que je peux la prendre? Oui. Alors maintenant, est-ce que je vais être capable de la prendre? Oui. C'est autre chose. Alors, attends. Hop. Partager. C'est en train d'arriver. Vous voyez mon écran Plateforme. Plateforme, parfait. Alors, en fait, dans l'exemple pratique, en fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on était dans des transformations de l'organisation. L'agilité en est un exemple, parce que l'agilité, c'est un process d'organisation. On en était à des transformations culturelles. Et Valérie a soulevé l'aspect qui était des transformations, de la transformation RH, en fait. On va opérer les RH de façon différente. Concrètement, dans un sujet de transformation, il faut que vous ayez deux lunettes. La première lunette qui est celle
de l'équipe en charge du projet de transformation. C'est l'exemple que va vous traiter Valérie et qui est l'équipe en charge du projet de transformation, quelle que soit sa transformation, a des dynamiques de fonctionnement qu'il faut adresser, un peu comme on les adresse dans toutes les équipes, mais liées à ce projet de transformation. Typiquement, Pascal, dans une transformation culturelle, si au niveau de l'équipe du projet de transfo, tu n'as que des affronteurs et tu as des irritants médiateurs, tu vas avoir un petit problème parce que déjà au niveau de l'équipe mère en charge du projet, tu n'as pas ce plaisir d'être dans la cohésion, dans la transversalité et dans l'amalgame. D'accord ? Une équipe de projet de transformation qui n'est que dans le noir du haut, elle-même va être résistante au changement. Donc, il y a toute une démarche qu'il va falloir que vous releviez et que vous dérouliez, qui est de déjà réparer ou optimiser, si ce n'est pas réparer, c'est souvent optimiser, le fonctionnement dans cette équipe, dans son enjeu de transfo. Okay ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes aussi un membre de cette équipe, un membre externalisé, mais vous êtes quand même un membre de cette équipe. C'est-à-dire, dans votre rôle d'accompagnement de la transformation, vous êtes une cheville ouvrière de cette équipe en étant en charge et le sachant de MapNMatch, tout ce que MapNMatch va pouvoir donner dans une transfo. Et c'est ça ce que je vais, moi, vous montrer. C'est-à-dire que là, je ne travaille pas dans l'équipe du projet transfo, ce que vous avez à faire. Je travaille vraiment sur, aujourd'hui, en tant qu'un acteur de la transformation, qu'est-ce que je peux apporter par la lecture des talents MapNMatch. Premier élément, c'est de faire passer à tout le monde le profil T5. Le message par rapport à ça, parce que vous aurez sûrement des clients qui vous diront « Ah, mais le test, ils vont tout vouloir, ils vont croire qu'on va les sélectionner, machin, etc. » Un message qui est de dire on va regarder ce que les gens aiment faire pour aborder une dynamique collective et pour mieux les accompagner dans les opportunités, terme important, opportunités, de projets de transformation. Avec Nadine, on était encore chez un potentiel client la semaine dernière, dans lequel il y a un peu une crise qui risque d'amener une évolution de la gouvernance. Un des membres de cette gouvernance a adoré qu'on lui dise une crise, c'est aussi une opportunité. Une transformation, c'est aussi une opportunité qui s'ouvre. D'accord ? Donc déjà, un premier rôle en tant qu'acteur et cheville ouvrière de cette transformation, c'est de vous assurer de la communication qui est faite parce que vous êtes dans un truc qui sera par nature réticent. La nature a peur du vide, mais elle n'a pas non plus de façon générale, hyper partante pour des grands changements. Et qui dit grand changement, dit quand même aujourd'hui cost-killing dans les entreprises. Malheureusement, c'est ça. Donc, en tant qu'accompagnant de la transformation, occupez-vous, même si ce n'est pas de votre domaine, mais prenez une casquette RH, une casquette humaine et mettez-vous dans les pattes de celui qui va le lire et qui a besoin de cette communication. Après, derrière, en tant que cheville ouvrière de cette transformation, il faut, une fois que vous avez toute cette data, et il faut expliquer à votre client, et ça, c'est un point que, enfin bon, on ne prêche pas pour notre paroisse, mais je peux vous dire que c'est un retour que l'on a auprès de cabinets conseils, de consultants à la transfo, mais qu'on soit dans des grands cabinets, dans des grandes entreprises, etc. Ce qu'ils aiment, encore chez Vivatech, on l'a fait cette démo, c'est dans toutes les bouches, quand on leur montre, MapNMatch consolide des grosses volumétries. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de voir comme ça la consolidation et ces enjeux humains, ils sont là, ils sont dans ce mapping et dans ce mapping collectif. Et ça, MapNMatch est parmi, enfin pour moi, c'est le seul à pouvoir le faire. Soyons humbles, en tout cas, c'est parmi les rares à pouvoir le faire.
Okay, et ça, c'est apprécié. Donc ça, c'est un élément qui va vous aider à positionner votre offre versus quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que vous sortez par rapport à ce mapping? Effectivement, la culture d'entreprise. Pour toi, Pascal, si tu parles de culture d'entreprise, c'est tu vas décomposer la culture de l'entreprise A avec la culture de l'entreprise B. La culture dans le pays A avec la culture dans le pays B. D'accord? Et donc, tu vas voir qu'est-ce qui est homogène, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand on accompagne la transformation de la fonction RH, on va voir la culture de l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Sanofi, ma peine match est née avec Sanofi, la transformation de la fonction RH en France, 400 personnes qui passaient de RH généraliste en centre de services partagés. Qu'est-ce qu'on a vu dans le mapping des 400 personnes? On a déjà vu que, est-ce que c'était effectivement des RH généralistes dans les veines, enfin dans l'ADN? Est-ce que certains avaient, qu'est-ce qui avait plus envie de prendre un rôle de business partner? Qu'est-ce qui avait plus envie de prendre un rôle de fonction transverse, etc. Quand on accompagne une transformation agile, comme on l'a fait sur le canton du Jura, il y avait une DSI du canton du Jura, donc c'est une entité publique suisse. En fait, il y avait 80 personnes qui travaillaient plutôt expertes métiers, mais on avait le même sujet chez TDF. On regarde et en fait, qu'est-ce qu'on va identifier? On va identifier l'ADN de ce périmètre. Est-ce qu'on est plutôt des curieux, des résistants au changement, etc. Donc, toute cette analyse qui va vous permettre de poser les bases et affiner votre diagnostic, vous le sortirez de ce mapping macro. Donc, dans la culture, mettre deux mappings face à face. Si on transforme un périmètre de l'organisation A à l'organisation B, du métier A au métier B, le mapping global sert. Là, comme on le disait, et là, on repart dans le coffee de la semaine dernière. Les résistants au changement, les curieux au changement, ils ne se projettent pas. Donc, vous vous souvenez l'exemple que j'avais donné chez Orange, où en fait, ils n'allaient pas spontanément s'imaginer dans leur nouvel espace parce qu'il s'agissait d'accompagner une centaine de personnes de leur lieu de travail A dans Orange Campus, lieu de travail B. Okay, à partir du moment où il n'y avait pas d'éclaireur, et la dynamique de l'éclaireur était peu active, il fallait les aider à se projeter. Donc, premier élément, c'est déjà d'identifier dans ce diagnostic, comme un acteur de l'équipe Transfo, votre phase de diagnostic. Affinez votre phase de diagnostic. Et cette phase de diagnostic, elle va aboutir à une phase qui se fait toujours dans ce que j'appelle en chambre, toujours comme un acteur cheville de l'équipe Transfo, qui est d'aller identifier nominément les résistants, les ambassadeurs, les facilitateurs et les entraîneurs. Ces termes que je vous exprime, c'est des termes que nous utilisons, mais c'est des termes que l'on a aussi vus dans des cabinets tels que EY, tels que Capgemini, tels que Mazars. Vous prenez sur leur site internet, parce qu'on ne les connaît pas tous, vous avez effectivement ces termes-là qui sont dans les projets de transfo. Donc, quand vous vendez la transfo, enfin votre accompagnement de la transfo, vous vendez votre capacité à analyser en amont de la conduite du changement cette phase de diagnostic qui va vous permettre d'affiner les enjeux humains dans ce projet de transformation et d'identifier les acteurs clés ou les principaux freins clés à ce changement. D'accord ? Après, et la V3 qu'on est en train de construire va plus vous aider encore plus là-dessus. Après, il y a des milliers de possibilités. Il va falloir que vous jouiez pour créer des équipes. Je vous donne un exemple. Dans le projet
une transformation de déménagement d'Orange, mais ça a été la même chose dans le projet de transformation de Sanofi. Ça a été de dire, bon, ben, on va créer des workshops dans lesquels on va les rendre acteurs de la transformation. C'était un des plans d'action, une des lignes du plan d'action qui avait été déterminé dans la phase de diagnostic, c'est de dire il y a trop de résistance. Au lieu de prendre un espèce d'iceberg, on va le découper en petits glaçons. Et donc, ils ont créé des équipes dans lesquelles, sur des thèmes spécifiques, mais qui n'avaient plutôt de rôle que d'aller associer des pro-changements à des résistants au changement, et donc par la porosité dans un plus petit périmètre, d'aller faire tomber les résistances. D'accord ? Il y avait ceux également qui allaient dans ces petits workshops réfléchir à la fonction RH de la négociation sociale, la fonction RH de comment est-ce qu'on veut faire du recrutement. C'est un peu les rendre acteurs du plan d'après. Donc là, il faut que vous découpiez en sous-équipes pour que derrière, en fonction des problématiques d'enjeux et des difficultés que vous aurez identifiées dans la phase de diagnostic, que vous soyez créatif, on pourra réfléchir ensemble si vous en avez besoin, qu'on soit créatif sur un plan d'action qui permette d'accélérer la phase de conduite du changement et donc de pouvoir adresser ce sujet et réaliser ce projet de transfo. Dans l'autre, après, on rentre, une fois qu'on a abordé cette phase de diagnostic, qu'on a identifié les acteurs et qu'on a affiné en tant que concepteur le plan de route de cette transfo en créant ces workshops, en créant des temps, j'en sais rien, il faut peut-être mettre une cellule de questions-réponses, il faut peut-être, voilà, tout dépendra de la matière humaine que vous aurez. Typiquement, si vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment de connecteurs au sein d'une transfo, vous pouvez tout à fait avoir des solutions qui envoient un petit SMS par jour et, ou un petit news par jour sur qu'est-ce qu'on met en place. Le SMS par jour, ça sera plutôt pour les résistants. Les petits workshops en individuel de co-création, ben, ça sera typiquement si on n'a pas suffisamment de curiosité. Donc, à chaque périmètre aura ses solutions spécifiques. Il y a un point qui est lié à l'agile et qui fait mouche quand on le présente. On l'a encore présenté chez Vivatech. Ça a été c'est vraiment tout le travail que François, qui est là aujourd'hui, a mené, qui est de dire aujourd'hui, on a des postes de l'agile dont les responsabilités sont véritablement non, je suis sur Human Capital. Dont les responsabilités sont clairement définies parce que vous avez des référentiels qui sont SAFE, plutôt référentiel européen, et SIGREF, celui de SIGREF en France, qui va déterminer quel est le rôle du Scrum Master, quel est le rôle du Product Owner, etc. Et François, on l'a fait un peu ensemble, mais c'est vraiment lui qui a porté le projet, c'est de dire, OK, si je dois traduire ces référentiels en R5, C5, Map and Match, qu'est-ce qui ressort? Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la plateforme qui, par mapcasting, permet d'identifier dans l'organisation les personnes qui porteront ce rôle, permet aussi de les sélectionner sur… alors, le canton du Jura avait fait ses propres mappings de talents souhaités, mais en revanche, ils avaient besoin d'aller les chercher dans des équipes spécifiques. Et donc, dans des équipes spécifiques, ils allaient chercher l'équipe spécifique et puis ils pouvaient rajouter des compétences techniques. Parce qu'on n'est pas non plus dans le pays des bisounours, on ne peut pas amener faire de l'agile la personne qui est, j'en sais rien, sur la ligne de production. Okay. Donc, on a, pour la définition de certains rôles et pour l'accompagnement sur certains rôles spécifiques, c'est-à-dire dans un changement de métier, ce que vous voyez là, c'est simplement un changement de métier. Pour passer du métier A au métier B, c'était vrai aussi dans la fonction RH. Comment je passe de RH généraliste
à négociateur avec les syndicats. Eh bien, là aussi, on va faire le mapping du profil RH de la négociation sociale et on va identifier qui, au sein d'un périmètre déterminé, va aimer prendre cette fonction et donc, du coup, on va le former pour. Donc, vous pouvez avoir dans cette phase de conduite, de plan de route de la conduite du changement, aller construire des points spécifiques pour réparer, pour faire certaines actions, comme si on est dans des transformations, c'est moins pour toi, hein, c'est moins pour la transformation culturelle, hein, Pascal, mais en revanche, quand on est dans une évolution de métier, une évolution de l'organisation qui va amener la personne à assumer un autre rôle, on peut aller faire ce testing-là pour déjà identifier le programme de formation individuelle qu'il faut faire. Donc, rappelez-vous, dans votre phase de transformation, une fois que vous avez adressé les enjeux humains au niveau macro, il faut descendre au niveau des équipes pour les accompagner, pour créer des workshops collectifs et parfois aller jusqu'à l'individuel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, soit je vous ai assommé, soit c'était très clair. Non, mais alors pas de question, une remarque plutôt positive sur le sujet, c'est que comme le permet depuis le début cet outil-là, il permet de partager à partir d'un référentiel commun, à partir du moment où on l'a mis en place dans une organisation, de partager sur une méthodologie et toujours d'avoir cet ancrage avec de la création de valeur. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est à rappeler, c'est-à-dire qu'on part de la création de valeur et quand on va travailler la transformation, finalement, on a toujours à l'esprit cette création de valeur. Et du coup, ça donne beaucoup de cohérence dans la manière de conduire le changement. Tout à fait. On peut avoir la vision des dynamiseurs C'est quoi sur la la vision? responsabilité du poste? Parce que moi, je vois qu'une partie du mapping. On ne voit que le haut des maps. C'est ça? Ah, pardon, Voilà, la liste bleue. Voilà. Voilà. Ouais. Merci. Bon, si tu as besoin un jour sur l'agile, je te conseille de voir avec François qui en rêve la nuit. Donc, Et on proposera peut-être avant la fin d'année un coffee sur ce thème-là en particulier, d'ailleurs, parce que je pense qu'on en parle dans de plus en plus d'entreprises et que ça peut intéresser tout le monde, soit pour des projets précis, soit à titre de culture générale, ce rapprochement map and match post-agile qui peut être très intéressant. Oui, et puis je continue à évoluer sur le sujet parce que j'en rêve la nuit d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Volontiers. Merci François. La perche tendue a été saisie. On en reparle. Super. Alors, autre exemple qu'on évoquait, qui est l'accompagnement d'une équipe transverse de transformation. Donc, c'est une équipe de 11 personnes. Donc là, on est effectivement dans l'autre cas de figure où, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des personnes qui ont des responsabilités, des scopes différents et qu'on désigne pour faire partie d'une task force, d'un groupe de travail, pour être force de proposition et dérouler un programme de transformation dans l'entreprise. Vous avez sous les yeux le profil du collectif. Donc, la demande était comment on peut accompagner cette équipe qui ne travaille pas au quotidien ensemble, hein, puisque une task force, ça se réunit régulièrement, mais ça vient en plus des métiers habituels et quotidiens de chacun. Comment est-ce qu'on peut les accompagner à être efficaces ensemble pour être les moteurs de cette transformation? Donc, évidemment, on a demandé à chacun de réaliser son profil P5. On a eu une partie de découverte des uns et des autres dans l'exercice classique de mieux se connaître et
et pour mieux travailler ensemble. Et puis, on a passé pas mal de temps sur le collectif en consolidant les différents profils de ces parties prenantes à cette task force et d'analyser leur fonctionnement. Et juste après, on fait l'exercice de les mettre face à leurs enjeux de transformation. Donc, rapidement, sur l'analyse de cette équipe, on voit qu'ils sont présents sur toutes les dynamiques qui sont très complémentaires. Ils ont les 4 talents en énergie collective sur l'initialisation. Donc, c'est un groupe qui naturellement va être force de proposition, force sur le management de projet et l'accompagnement des équipes. Vous suivez mon curseur, on est sur le manager coach. Une orientation quand même résultat et terrain, il y a quand même de la présence dans le noir, bien que ça soit une équipe projet. Donc, ils ont envie d'aboutir à quelque chose de concret. Et puis, on a de la communication, ce qui va m'intéresser aussi dans la dynamique jaune d'une équipe ouverte vers l'extérieur et qui communique facilement. Donc, je vais aussi aller chercher l'ADN de transmetteur pour amener la pédagogie dans le déploiement, parce qu'ils sont en charge de non seulement communiquer, mais faire adhérer et vraiment faire bouger les choses concrètement auprès de l'ensemble des équipes de l'entreprise. Quels sont les points de vigilance de ce collectif? Dans le pilotage, j'ai mon trou dans la raquette de décideur. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma task force? C'est comment va se faire la priorisation et l'arbitrage entre les propositions. Et effectivement, quand on en discute avec le manager, la team leader de cette task force, elle dit effectivement, depuis qu'on s'est réunis, au début, on était un peu café du commerce, c'est-à-dire que ça bouillonnait d'idées, il y avait partage d'énormément de choses, et donc on était à fond dans le vert, dans notre jargon map and match. Mais so what? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse sur le côté? Voilà. Comment est-ce qu'on va avancer? On voit qu'il y a un trou dans l'expert, donc il n'y a pas le réflexe d'expertise. Le risque, c'est de négliger l'intérêt d'avoir des référents et des référents techniques sur la manière d'avancer. Alors, il se trouve que ce sont des managers d'équipe qui se reposent sur l'expertise de leurs équipes et qu'ils comptent appeler aux besoins à l'appui de leurs réflexions et de leurs décisions. Dans la dynamique de régulation, vous vous souvenez, on a dit que dans la transfo, c'était quand même essentiel. Là, on note qu'il y a quand même peu d'énergie dans la recherche de cohésion et d'alignement au-delà des contributions individuelles de chacun sur sa discipline. C'est typiquement dans une task force composée de métiers différents, on va être particulièrement vigilant à cette dimension de médiation qui est je recherche des solutions gagnant-gagnant. Donc, on n'est pas là chacun. C'est vrai qu'on représente son bout de gras, on représente son département, ses enjeux, mais il faut également être ouvert à la recherche de solutions win-win avec les autres. Donc, c'est un point de vigilance pour une task force. Et dans la prise de recul, on voit que le coaching est plus fort que les 2 autres talents qui sont en zone de confort. L'expert, on en a parlé, mais que l'écoute du conseiller, ce n'est pas vraiment une force de cette task force. L'avaliseur qui est l'analytique, aller chercher de l'information, aller décortiquer pour bien comprendre les choses, et être dans le dialogue, aller poser des questions, aller chercher les bonnes pratiques des uns et des autres pour alimenter la réflexion, ce n'est qu'une zone de confort et ça ne va pas être en haut de l'agenda particulièrement. Donc, c'est important pour une task force transversale d'avoir ces dimensions-là. Maintenant, on a fait l'exercice après ce diagnostic avec le team leader de dire à votre avis, de votre fenêtre de leader de cette task force, de quoi avez-vous besoin? Et on a abouti à cette caractérisation R5-C5, donc des responsabilités pas mal Q2. On retrouve la décision et l'exécution en disant, bon, maintenant, on a démarré
le brassage d'idées, etc., on a une stratégie qui est définie par la direction. Donc, on ne nous attend pas dans le design de la stratégie, mais on nous demande maintenant d'entrer dans le concret. Donc, je suis bien dans Q2, ils en ont défini des axes, donc on est Q3 en fait. Et pas Q2. Priorité à la réalisation, donc R5, pour faire bouger les lignes concrètement et dans leur manière de travailler ensemble, de garder un rythme soutenu de déploiement. La décision, parce qu'il faut de l'arbitrage avec tout ce bouillonnement d'idées qu'on a eu maintenant, il faut trier, il faut arbitrer, il faut prioriser. Et en plus, eux, ils avaient un deuxième enjeu qui est on top of my current job, ça vient par-dessus tout le reste, je dois aussi prioriser dans mon emploi du temps à dédier à ce projet de transfo. Donc, il y a à l'intérieur du projet et puis chaque participant avec soi-même d'être capable de refuser certaines choses ou de réallouer des ressources à son poste pour dégager du temps et des ressources pour ce projet transverse. Et les deux autres R5, on a réflexion, médiation, évaluation, qui sont, on nous attend sur des KPI, c'est une attente de la direction, donc c'est clé pour la direction d'avoir un pilotage par l'analyse. Et puis, au cœur des attendus, de la médiation pour l'alignement et de la réflexion, comme le soulignait Nadine, effectivement, ce souci du transversal, de l'alignement entre des concepts, entre des attentes, entre des propositions qui étaient mis au cœur des enjeux. Complété par les deux autres dimensions du jaune, on l'a dit, faire circuler, communiquer l'information et coordonner de manière très opérationnelle. Et cette qualité d'écoute du conseil où il faut qu'on mette en place en intelligence collective de cette task force une ouverture au dialogue, à l'échange de bonnes pratiques et l'écoute des besoins de l'entreprise pour pouvoir bien y répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cet exercice-là, comme je vous le disais, en amont avec la team leader de cette équipe projet, et puis on l'a soumis au collectif, en atelier collectif. On a fait les steps habituels, découverte des profils des uns des autres avec le jeu du qui est qui. On a partagé les forces, les risques du collectif. Et puis on leur a présenté en disant, voilà, ça c'est ce qu'on a préparé en amont, mais c'est ouvert à critique, c'est ouvert au challenge. Et voilà ce qui s'est passé. En collectif, ce qui était intéressant, c'est que ces membres de Task Force transversale ont dit, ah oui, mais on nous attend dans cette attente de la réalisation et de faire bouger les choses, etc. Dans cette attente de décliner la stratégie qu'on nous a donnée en plan d'action concret et en plan de transfo, l'intelligence collective du pilotage de projet, pour nous, elle est en haut de la liste. Donc, on en est venu à un R5 de management pour organiser le déploiement des projets dans le cadre de la stratégie qui est définie en amont. Donc, ils ont renforcé ce Q3 et du coup, on ne pouvait plus avoir que 4 R5. Et donc, c'est l'évaluation qu'ils ont descendu d'un cran en disant, mais finalement, le pilotage par KPIs, par tableau de bord et par analyse à fournir au CODIR notamment, c'est une compétence complémentaire qu'on reconnaît à sa juste valeur. On ne va pas l'éliminer, mais elle descend d'un cran. Ce n'est pas une responsabilité clé de notre groupe, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de dérouler les projets, de rendre compte, de communiquer et de mieux piloter. Et donc, on voit comment ce C5 d'évaluation est venu renforcer, est à l'appui de la responsabilité clé d'articuler les projets et de créer les conditions pour que la transformation arrive réellement. Après, évidemment, le step 3, ça a été de travailler sur des plans d'action. On a mis côte à côte le profil de l'équipe avec ses attendus
Et on a déjà identifié les pistes de travail, notamment sur la visibilité, l'échange d'informations qui n'étaient pas forcément au rendez-vous, la médiation, la réflexion. Enfin, il y avait plein de pistes qui sont venues concrètement alimenter leur manière de travailler ensemble. Et on a passé du temps, une demi-journée sur cette partie-là. Ils ont dit, mais c'était un temps nécessaire à prendre plutôt que de foncer tête baissée, côte à côte, finalement, à chacun apporter nos idées, mais comment les mettre ensemble pour créer de la valeur commune. Le mapping, map and match, à la fois de leur profil et mis en perspective avec ces attendus sur lesquels tout le monde s'est aligné, leur a fait gagner énormément de temps et d'efficacité. Voilà, des questions sur cette autre manière d'accompagner la transfo sur une équipe transverse? C'est juste une remarque où je me dis, tiens, c'est quand même étonnant. On est sur une équipe qui est en charge de la transfo et il n'y a pas de R du tout dans le vert. Parce qu'ils sont dans une phase de la gestion de leur projet où ils ont déjà passé cette phase d'initialisation. Okay. Mais ça, tu vois, Valérie, c'est un point très important que tu soulèves parce que qui dit transfo tombe tête baissée, il nous faut de l'explorateur. Eh bien, en fait, c'est très pédagogique que de les conduire à réfléchir au fait que, une fois que c'est décidé, c'est-à-dire que l'explorateur a fait son boulot, le stratège, l'éclaireur et la décision a été prise, derrière, il faut passer en phase d'exécution et de pilotage. On ne peut pas passer son temps à rebattre les cartes. À un moment donné, il faut y aller. Après, toujours avec l'avaliseur qui fait son retour d'expérience, son feedback, etc., et qui peut emmener la deuxième phase, mais ils ont trop tendance dans l'équipe transfo. On l'a encore vu la semaine dernière, j'avais accompagné Olivier Tellier sur une équipe chez Orange responsable de la transfo. Il n'y avait que des verts explorateurs. Mais évidemment, ils avaient du mal et ils se sentaient frustrés parce que l'organisation les attendait dans le noir, alors qu'eux, ils sont comme des poissons dans l'eau, dans le vert. Et c'est très, très important de leur montrer, en fonction de la phase, que qui dit transfo dit effectivement une initialisation de phase avec le vert du bas, mais n'empêche que quand on est en phase go, on est en phase go, quoi. On est sur du noir, même si ça les frustre. Quel est le cas de cette équipe ici? Oui, François. Juste une remarque supplémentaire. On retrouve un peu ce que vous nous aviez présenté sur la formation, avec l'axe un profil transformation, transfo, il était spécifiquement sur les rouges et bleus et dans l'axe de projection, quoi. Avec le noir de la réalisation, effectivement, voire de la formalisation. Là, pour le moment, ils ne l'ont pas mis, mais ça se discute. Hein. On peut avoir besoin de formalisation à un moment, de concepteur qui vient rendre ses idées et la manière de faire, formaliser la manière de faire. Et puis, si on pouvait en rajouter un aussi, dans les verts, le seul qu'on pourrait encore solliciter dans cette phase d'exécution, c'est l'anticipation, hein, c'est l'éclaireur, pour qu'il anticipe les résistances et qu'il vienne contribuer au bon déploiement en anticipant les passerelles à faire et les opportunités à saisir et anticiper les obstacles et les résistances pour venir nourrir l'efficacité du déploiement. Mais pour eux, dans le moment où ils sont, en disant on a brassé toutes les idées, on a mis plein de choses sur la table. Maintenant, c'est le temps de trier, de prioriser et d'avancer, effectivement.